Pour une rhétorique partagée. C'est un livre, Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. C'est un livre sur la rhétorique qui est très abordable, c'est-à-dire qui n'est pas trop obscur. La rhétorique a mauvaise réputation. Pour les uns, elle évoque un savoir effrayant, l'art sombre de la manipulation, le secret damné des avocats et des politiciens. Pour d'autres, elle serait au contraire une discipline vieillotte, l'étude obsessionnelle des figures de style, le plaisir coupable des libraires et des professeurs de français. Accusée d'être à la fois toute puissante et insignifiante, dangereuse et poussiéreuse, la rhétorique a fini par faire consensus contre elle. Et pourtant, au-delà des fantasmes et des préjugés, il est temps de considérer la rhétorique pour ce qu'elle est, l'art de présenter notre pensée de la manière la plus pertinente possible, afin d'en faciliter l'acceptation par nos auditeurs et nos interlocuteurs. Ainsi définie, la rhétorique est partout. Dans les réunions professionnelles comme dans les dîners de famille, dans les spots publicitaires comme dans les bavardages amicaux, dans les entretiens d'embauche comme dans les rendez-vous galants. Pas un jour ne passe sans que nous l'utilisions ou la subissions. Convaincre notre compagne ou notre compagnon de nous accompagner à un dîner ennuyeux, c'est de la rhétorique. Convaincre notre patron de nous accorder une augmentation, c'est de la rhétorique. Convaincre des électeurs de glisser un bulletin dans l'urne, c'est aussi de la rhétorique. La rhétorique, c'est tout simplement l'art de convaincre. Le mot art n'est pas employé ici de manière métaphorique. Comme tout art, la rhétorique possède une part d'esthétique, de subjectivité, voire de mystère. Mais comme tout art, elle s'adosse également à une technique. Savoir convaincre n'est ni totalement inné, ni totalement inexplicable. Il existe des procédés, des règles, des outils qui nous permettent d'améliorer notre argumentation. Il est possible d'apprendre à convaincre. Tel est l'objet de ce livre. Dès lors, on ne peut manquer de s'interroger. Transmettre à toute personne qui le désire l'art d'emporter la conviction, est-ce raisonnable vraiment? Un tel savoir ne risque-t-il pas de tomber entre les mains d'individus malveillants? N'aurait-il pas été plus sage d'en rester à un inoffensif manuel d'analyse qui se contente de fustiger les manœuvres fallacieuses de la politique, de la publicité ou du management? Cela aurait été plus simple sans doute, plus vendeur peut-être, plus hypocrite assurément. Les livres sont comme la créature du docteur Frankenstein. Ils échappent à leur créateur. Celles et ceux qui les ouvrent s'en emparent à leur guise, sans demander la permission. Ils en font ce qu'ils veulent, et ils y trouvent ce qu'ils cherchent. Alors certes, nous aurions pu nous contenter d'expliquer comment désamorcer les sournois artifices souterrains. Mais qu'est-ce qui aurait empêché les lectrices et les lecteurs de les utiliser à leur tour? Rien. Les premiers à se saisir des ouvrages consacrés à la lutte contre la manipulation sont d'ailleurs souvent les manipulateurs eux-mêmes, qui y glanent de précieuses ressources. Voilà pourquoi le décryptage seul est un leurre, un vœu pieux, une imposture confortable. Savoir lire à travers les discours, c'est savoir les produire. Apprendre à analyser les argumentations, c'est apprendre à argumenter. Ce livre l'assume, il est autant dédié à la critique qu'à la pratique de la rhétorique. L'une ne va pas sans l'autre. Car contrairement aux idées reçues, la rhétorique n'a rien de secret ou de mystérieux. Elle s'enseigne, s'apprend, se transmet. Un petit nombre d'individus y ont d'ores et déjà accès. Ils s'y sont minutieusement formés, parfois sur le banc de l'école, souvent sur le tas, avocats, publicitaires, communicants, journalistes, responsables politiques ou syndicaux, tous ont fait de l'art de convaincre une profession. Au fil de leur parcours personnel, scolaire ou professionnel, également à une technique. Savoir convaincre. Je vais voir si c'est vraiment la page, parce que là, j'ai l'impression que j'ai... Voilà, je vais faire en sorte de bien suivre. Voilà. Ces quelques privilégiés en ont acquis une redoutable compréhension. Quant aux autres, le plus nombreux, tant pis pour eux. Ils devront se débrouiller avec leur maîtrise instinctive des mécanismes de conviction, se reposer sur ce qu'ils croient savoir sans jamais l'avoir vraiment appris. Le problème étant que, en cette matière, nous ne sommes pas tous égaux. La rhétorique possède en effet pour particularité d'être très inégalement répartie au sein de la population.
Plusieurs décennies de recherche en sociologie en ont apporté la preuve. Nous héritons très largement notre capacité à nous exprimer et à argumenter de la famille où nous grandissons. Pour nous en convaincre, dressons une comparaison. Imaginons un enfant, né en France, d'un père français et d'une mère étrangère. Celle-ci choisit de lui parler exclusivement dans sa langue natale. À 10 ans, cet enfant sera parfaitement bilingue. Il ne viendrait cependant à l'esprit de personne de le considérer, pour cette seule raison, comme particulièrement brillant. On dira plutôt qu'il a eu la chance d'évoluer dans une famille où l'on parlait deux langues. Sa compétence ne sera attribuée ni à son mérite ni à son talent, seulement à la transmission de ses parents. Imaginons maintenant un second enfant, son père et sa mère ne parlent que le français. Mais il se trouve que l'une est avocate et l'autre est professeur de littérature. À 10 ans, cet enfant disposera d'une maîtrise prodigieuse de la parole. Il sera capable d'articuler des phrases élaborées, embellies d'un vocabulaire recherché. Il n'éprouvera aucune difficulté à défendre son point de vue de manière argumentée. À l'école, il recueillera les honneurs. On le félicitera pour sa belle expression et son intelligence affûtée. Plus tard, il s'intéressera naturellement à la politique, lisant aisément entre les lignes des discours. Peut-être fera-t-il porter sa propre voix dans le débat public. Cet enfant n'aura pourtant, lui non plus, aucun mérite. Seulement le privilège d'avoir bénéficié d'un précieux apprentissage, non pas la connaissance d'une langue, mais le maniement du langage. Il aura reçu la rhétorique en héritage. Ces travaux sociologiques doivent certes être nuancés. On leur objecte, à juste titre, que les destins ne sont jamais scellés. La preuve en serait les nombreux ouvriers dont les enfants sont devenus intellectuels, chefs d'entreprise ou ministres. Il existe bien sûr des individus qui, par talent ou par travail, par calcul ou par hasard, acquièrent d'eux-mêmes une habileté virtuose à s'exprimer, mais ils ne sont que l'exception. La généralité demeure. Nous aurons beaucoup plus de chances d'apprendre à jongler avec les mots et les arguments si nous l'avons appris de nos parents. Ces remarques n'ont rien d'anecdotique, car la rhétorique n'est pas seulement une connaissance, une compétence ou un art, elle est également un pouvoir. Donc une exigence démocratique. Lorsqu'elle est maniée avec talent, la rhétorique nous permet d'influencer les individus, d'infléchir leurs pensées, d'orienter leur comportement. Elle est un pouvoir dont on use sur autrui. Mais elle est aussi un pouvoir que l'on exerce au sein de la société. Celui de faire prévaloir son point de vue, son idéologie ou sa volonté. S'interroger sur la rhétorique, c'est donc irrémédiablement se confronter à des enjeux politiques. Pour le comprendre, nous allons devoir faire un bref détour pour revenir aux racines d'un mot constamment invoqué et trop rarement défini, la démocratie. Il existe deux manières très différentes de l'aborder. Nous pouvons choisir de la décrire telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être. Ces deux approches réalistes et idéalistes nous donnent à voir deux systèmes politiques radicalement distincts. Ils possèdent cependant une même caractéristique, la rhétorique y est un bien commun. Donc ici, je vais lire encore ce paragraphe, ce passage, donc les citoyens décrypteurs du discours, et je vais le faire, je vais voir où ça se termine, jusqu'ici, jusqu'à rhétorique partagée. Voilà. Donc, non, pas jusqu'ici, jusqu'ici. Connaître la rhétorique. Donc, les citoyens décrypteurs du discours, commençons par l'approche dite réaliste, celle qui consiste à envisager la démocratie telle qu'elle fonctionne concrètement dans les pays où elle s'est imposée. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon. Nous recherchons sa sève, sa substance, les caractéristiques partagées qui font qu'une société peut être qualifiée de manière consensuelle, de démocratique. Force est de constater que nous parvenons alors à des conclusions peu enthousiasmantes. D'après les auteurs qui se sont engagés dans cette voie, la démocratie telle que nous la connaissons pourrait être résumée de manière abrupte. Il s'agirait du régime dans lequel le peuple élit librement et périodiquement ses dirigeants. Ni plus ni moins. Dans les faits, les citoyens n'y détiendraient qu'un rôle limité. Leurs idées, leurs propositions, leurs contributions n'auraient aucune espèce d'importance. Leur seul véritable pouvoir serait de voter de temps à autre afin de choisir ceux qui prendront les décisions à leur place. Bien sûr, ainsi condensée, cette définition est trop simpliste. Il faudrait ajouter que dans nos sociétés démocratiques, les responsables politiques rencontrent d'authentiques contre-pouvoirs. Ils sont placés sous la surveillance des médias.
Leurs actes peuvent être contrôlés par les tribunaux et le Parlement. Leurs décisions peuvent être contestées par des manifestations. Cependant, néanmoins, ces précisions ne remettent pas en cause le cœur du raisonnement. La démocratie, ce serait le régime dans lequel les citoyens votent pour désigner ceux qui vont les gouverner. Le fait est que cette définition semble décrire plutôt bien le système politique au sein duquel nous évoluons. Il est parfaitement possible de nous en réjouir ou du moins de nous en satisfaire. Nous insisterons alors sur le fait qu'en votant parmi plusieurs candidats, les citoyens tranchent entre des programmes. L'élection nous permettrait donc de décider des grandes orientations politiques de la nation, en votant pour des représentants qui partagent nos convictions et les mettront en œuvre. Nous pouvons ainsi choisir d'être davantage critiques à l'égard de ce fonctionnement. Il comporte en effet au moins 3 distorsions majeures. D'une part, rien ne garantit que tous les points de vue soient représentés lors de l'élection. D'autre part, rien ne garantit que le système médiatique soit suffisamment équitable pour assurer à chaque candidat une chance d'être élu. Enfin, absolument rien ne garantit que les dirigeants respecteront leur engagement une fois désignés par le peuple. Nous risquons donc d'avoir à voter pour des responsables dont nous ne partageons pas pleinement les idées, faute d'une offre qui nous convienne, ou bien dont nous pensons qu'ils n'ont aucune chance d'être élus, faute d'une visibilité suffisante, ou encore dont nous savons qu'ils sont susceptibles de ne pas respecter leurs paroles, faute d'y être contraints de quelque manière que ce soit. De telles distorsions pourraient justifier de nous interroger sur le caractère réellement démocratique de ce que nous nommons des démocraties. Et pourtant, en dépit de ces critiques, les citoyens demeurent titulaires d'un véritable pouvoir politique, celui de désigner les dirigeants. Même la plus pessimiste des analyses ne peut nier l'existence de ce fragment de liberté authentique. À l'instant précis de l'élection, les électeurs disposent de la capacité de faire un choix entre plusieurs candidats. Cela n'est pas rien. Encore faut-il que les citoyens soient en mesure de prendre une décision éclairée. Et pour cela, il va bien leur falloir s'appuyer sur les discours qui leur sont proposés. Or, le langage n'est jamais transparent. La communication n'est jamais univoque. Lorsque nous interagissons les uns avec les autres, nos messages possèdent toujours une part d'ambiguïté. Et c'est particulièrement vrai dans la sphère politique. Comme le remarquait déjà Platon, les discours y sont forgés par des professionnels de la parole, dans la perspective de la conquête du pouvoir. Le souci de l'efficacité y est davantage récompensé que la recherche de la vérité. Pour le dire autrement, nous ne pouvons jamais exclure qu'un discours politique ait été élaboré de manière volontairement trompeuse, obscure, déloyale. Si les citoyens veulent pouvoir choisir librement entre les différentes propositions qui leur sont soumises lors d'une élection, écouter les discours ne suffit pas. Il faut être capable de les décrypter. Il faut connaître la rhétorique. Il est également possible d'aborder la démocratie avec une approche beaucoup plus optimiste en travaillant à la décrire telle qu'elle devrait être. Nous cherchons à dégager l'idéal vers lequel il convient de tendre, tout en sachant que nous n'y parviendrons peut-être jamais. Le régime démocratique peut dès lors être défini très simplement. C'est celui de la souveraineté populaire, au sens le plus fort du terme. Les citoyens y décident ensemble de leur destinée commune. S'ils le désirent, ils peuvent s'impliquer directement dans la gestion de leur ville, de leur région, de leur pays, et prendre part à l'élaboration des décisions politiques. Cette concession dite participative ou délibérative peut être résumée en quelques mots. Il s'agit du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bien sûr, un tel modèle ne vient pas dans son cortège de débats. Tout d'abord, est-il réalisable? Peut-on réellement imaginer des procédures qui permettraient à tous les citoyens de prendre part aux discussions? Comment se prémunir des dérives potentielles? La confusion, l'hésitation, l'irrationalité, bref, le bazar. Et même à supporter que cet idéal démocratique soit atteignable. Est-il pour autant souhaitable? La politique n'est-elle pas trop sérieuse et trop technique pour être confiée à des amateurs peu qualifiés? Ne devrait-elle pas rester entre les mains de spécialistes, dont c'est le métier? Nous ne trancherons pas ici ces questions qui occupent la philosophie et la science politique depuis, là encore, Platon. En revanche, il est important de remarquer que cette vision ambitieuse de la démocratie repose sur un préalable. Elle suppose que les citoyens soient effectivement capables de contribuer à l'élaboration des décisions politiques.
Or, une telle hypothèse ne va absolument pas de soi. Participer au débat public implique de savoir faire entendre son point de vue, valoir ses arguments, porter sa voix. La démocratie participative ne supporte pas seulement que les citoyens soient libres de s'exprimer, elle exige également de garantir qu'ils soient en mesure de convaincre, qu'ils doivent connaître la rhétorique. Alors, c'est un livre que je vais lire, régulièrement, hein, parce que c'est un livre qui est très 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 intéressant. Le pouvoir rhétorique, qui est souvent négligé, qui n'est pas compris, qui n'est pas toujours utilisé ou appris à l'école. Il faut avoir une bonne maîtrise de la langue pour pouvoir utiliser la rhétorique. Alors c'est une vidéo, audio-vidéo, qui est principalement destinée aux étudiants avancés, ou très avancés, parce que là on va vraiment parler d'une chose très technique. C'est un mélange de philosophie, de psychologie, de sciences politiques et aussi eh bien, de français. Voilà. Passez une très bonne journée, faites-moi savoir si tout va bien. Donc ça va vite, c'est normal, c'est avancé, on ne va pas parler lentement ici, c'est très 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 avancé. Donc si vous avez des problèmes avec cette vidéo, regardez-la plusieurs fois hein, pour vous familiariser avec les mots et avec les idées principales. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt.